Chères civiliennes, chers civiliens, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Lors de cette rencontre civilienne 21B, nous abordons un sujet qui concerne d'autres formes de services publics dans le domaine scolaire. C'est un sujet fort délicat. Ce n'est pas la première fois que nous abordons d'ailleurs des sujets très délicats, Michel et moi, puisque vous êtes en train de participer à une rencontre du temps des civiliens et nous sortons tout à fait de la boîte des pensées habituelles. C'est un exercice que nous pratiquons ensemble. Et cette deuxième rencontre civilienne qui est consacrée aux écoles de la société civile, elle fait suite à une première capsule vidéo relativement courte, d'une quinzaine de minutes, qui était une capsule introductive, tandis qu'aujourd'hui, nous allons tenter d'approfondir un de ces aspects qui sont liés aux écoles de la société civile. Nous allons d'abord tenter de concevoir, d'essayer de voir pourquoi une autre forme de service public dans le domaine scolaire peut avoir du sens, et peut-être en partant de ce qui peut poser question au sujet de l'organisation de l'école par l'État aussi. Alors Michel, je précise aussi que, aussi bien toi que moi, nous avons déjà été, en lien avec l'enseignement. Peut-être que je te laisse un peu présenter ton propre rapport avec l'enseignement, en quelques mots, de telle façon à ce que les auditeurs puissent quand même un peu nous situer à ce niveau-là. Oui, en fait, j'ai une double expérience dans le domaine de l'enseignement, à la fois dans le domaine de l'enseignement d'État en Suisse comme professeur d'économie et de droit, et également comme professeur dans une école Waldorf, une école qui pratique la pédagogie Rudolf Steiner, où j'ai pu ainsi comparer le fonctionnement de deux types d'enseignement. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant comme expérience. Quant à moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que directeur financier et co-responsable de la gestion des relations avec les autorités publiques et le public dans une école Waldorf-Steiner, qui est aussi en quelque sorte une école de la société civile, en tous les cas, qui fonctionne avec un très grand degré d'autonomie, bien que cette école était une école subventionnée par le ministère de l'Éducation nationale. Quoiqu'il ne s'appelle pas vraiment comme ça en Belgique, c'était en Belgique et les dénominations sont un peu différentes. J'en reviens à notre thème de ce jour, Michel, qui porte sur précisément d'autres formes de services publics dans l'éducation. Pourquoi d'autres formes de services publics? Est-ce que la forme de service public dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'école, celle proposée par l'État, n'est pas une forme suffisante en soi, ou satisfaisante en soi? Pourquoi chercher encore autre chose? Oui, je crois que en réalité, il y a une confusion qui s'est introduite avec le temps. Euh, le, L'État a une compétence au niveau des lois pour donner les règles du jeu, en quelque sorte, en matière d'éducation, mais cela ne veut pas dire qu'il ait des compétences dans le domaine des programmes, dans le domaine de l'organisation de l'école, dans le domaine de son fonctionnement. Ça, c'est quelque chose, au fond, qui devrait être entre les mains des acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants et les parents, on va dire la société civile en général. Euh, je veux tout de suite préciser que si nous abordons cette question, ça n'est en rien quelque chose qui remettrait en cause le travail des enseignants eux-mêmes. Ce dont nous allons parler là tout au long de cette réunion, c'est ce qui a à faire avec le système. Donc c'est un problème systémique que nous allons mettre en évidence maintenant, et ce n'est en aucun cas euh, une remise en cause des enseignants. Et si je peux employer peut-être une comparaison, je dirais que euh, un enseignant qui jouerait avec
il est un petit peu, enfin l'enseignant aujourd'hui, il est un petit peu comme quelqu'un, comme un musicien qui jouerait avec un violon à une corde et qui ne se dirait pas, tiens, mais je pourrais peut-être avoir 4 cordes à mon violon. Ce dont nous allons parler, c'est une proposition pour une organisation de l'école gérée directement par les acteurs de l'éducation et par la société civile, qui permettrait aux enseignants de jouer en quelque sorte une musique beaucoup plus riche parce que l'instrument aurait 4 cordes au lieu d'une corde. Donc je tenais à dire cela parce que c'est très important de faire la différence entre le problème du système lui-même et de la conception même du système de l'éducation et ce que font les enseignants, et ils font du mieux qu'ils peuvent, et ça c'est absolument clair, avec les moyens que leur propose le système. Donc si d'autres moyens sont mis à disposition, à ce moment-là, les enseignants pourront donner leur pleine mesure. Et je précise que cela est valable bien sûr pas seulement dans la situation française, mais que c'est valable mondialement. Dans le monde entier, nous avons une situation systémique dans laquelle on peut voir que c'est l'État, ou les États plutôt, qui organisent l'enseignement. Et il ne s'agit pas là non plus, évidemment, quelle que soit la région dans le monde, de remettre en cause le travail des enseignants eux-mêmes, mais de se questionner sur le système qui a été mis en place, peut-être même depuis une période relativement récente. Enfin, je vais laisser de côté les questions historiques ici, pour Mmh. l'instant. Oui. Mais c'est juste que du point de vue de l'organisation et de la prise en main de l'école par l'État, la France a été en quelque sorte pionnière, avec notamment tout le travail qu'a fait Jules Ferry dans les années euh, disons surtout entre 1879 et 1881, 82, 83. Hein. C'est là qu'il y a eu vraiment une transformation profonde et une prise en main de l'école par l'État, euh, qui en fait a été jusqu'à ce point-là parce que l'Église a essayé de tenir la position qu'elle avait jusqu'à présent et de garder la haute main sur l'école. Et Jules Ferry est allé aussi loin dans ses lois, alors qu'il ne le souhaitait pas au départ. Il est allé aussi loin sur cette voie parce qu'il il se trouvait face à cet obstacle, à cette obstruction de la part des députés qui étaient en quelque sorte qui défendaient la cause des écoles catholiques. Et donc il a vraiment basculé dans un système tout étatique, tout en laissant bien sûr ce qu'il appelait les écoles libres, dont faisait partie la plupart des écoles catholiques, hein, étaient justement représenter le système libre lui-même, quoi. Nous n'aurions donc pas affaire à des écoles qui soient à ce point sous le couvert de l'État si Jules Ferry n'avait pas été confronté à une opposition des écoles catholiques, de pouvoirs catholiques qui voulaient maintenir absolument dans leur giron ces écoles, ce type d'école. Pour nos auditeurs plus jeunes, Michel, peux-tu peut-être en 2 mots dire qui est Jules Ferry? Ça n'est peut-être plus aussi évident aujourd'hui, ça me paraît important que, on puisse le situer. Tu l'as déjà situé historiquement. Qui est Jules Ferry en 2-3 mots? Ben c'est un homme d'État, hein, qui a été ministre de l'Éducation en France, puis on va dire Premier ministre, puisque c'est ce terme actuel, il était président du Conseil, et qui en même temps a conservé le ministère de l'Éducation, puis a été
congédié en quelque sorte par les chambres et mais est revenu après de nouveau comme ministre de l'Éducation, puis comme Premier ministre, etc. Donc il a eu une carrière en dents de scie au niveau de l'école et de ses responsabilités au niveau même du gouvernement. Il a agi dans des domaines d'une façon qui, avec le regard qu'on porte aujourd'hui, pourrait poser problème par rapport à la colonisation. Hein, bien que c'était dans l'air du temps, mais aujourd'hui, des choses qu'il a dit sur la colonisation posent vraiment question. Hein. Mais par contre, dans le domaine de l'éducation, il a posé un certain nombre de principes et je voudrais dire qu'au départ, il avait une attitude plus ouverte que ce que l'on pensait. Je voudrais citer peut-être quelques-unes des choses qu'il a dites à l'Assemblée pour donner un peu une impression d'une personne plus nuancée que ne le sont peut-être les continuateurs de Jules Ferry, ceux qui sont on va dire, les jusqu'au-boutistes de la laïcité. C'est comme dans tout mouvement, on voit que quelquefois il y a des formes intégristes qui se développent, alors que les fondateurs du mouvement eux-mêmes n'étaient pas des intégristes. Hein. On assiste un petit peu à ça dans le domaine de l'éducation, ce qui empêche beaucoup un débat serein et ouvert qui permettrait que d'autres formes de services publics de l'éducation puissent apparaître. Alors, par exemple, le 10 juin 1881, à l'Assemblée, Jules Ferry a dit « J'ai toujours pensé que l'œuvre du gouvernement de la République n'est point une œuvre sectaire, que nous n'avons ni le devoir ni le droit de faire la chasse aux consciences. » Et il a ajouté aussi « Il ne s'agit pas de voter ici pour ou contre Dieu, on ne vote pas Dieu dans les assemblées. » Ça, je trouve très intéressant parce que ça montre que, en réalité, il faisait bien la distinction, ce qui est du domaine de la loi, ce qui est discuté dans les assemblées, et ce qui est du domaine des croyances et consciences individuelles. Donc il disait, c'est pas notre domaine, on ne vote pas Dieu dans les assemblées, ce qui est une phrase quand même assez forte. Et à une autre occasion, le 15 mars 1882, il disait « L'irréligion d'État, le fanatisme à rebours, nous le réprouvons autant que vous. » Il s'adressait donc aux catholiques hein, dans son discours, aux représentants de l'éducation catholique. Hein. Il dit « Nous le réprouvons autant que vous, les religions d'État. Elle ne doit pas prendre la place de la religion d'État. » Donc il voyait qu'il pouvait y avoir un risque d'une sorte d'intégrisme, de fanatisme par rapport à une sorte d'irreligion d'État. Et ça, je trouve que ça mérite d'être souligné. Il y aurait beaucoup de phrases encore qu'on pourrait citer, mais je vais peut-être citer quelque chose qu'il a dit au Sénat le 31 mai 1883, en parlant de la conscience religieuse de l'enfant. Jules Ferry l'appelait la plus vénérable de toutes les consciences. Donc, de la part d'un laïc, je trouve ça très, très intéressant. Ce qu'il voulait, c'est donner un rôle à l'État, et nous allons en parler un peu plus en détail pour bien aller jusqu'au bout de la question. Sur base de ce que tu viens de communiquer ici, il semble assez clair que Jules Ferry avait une conception très ouverte de la laïcité, qui, dans un certain sens, est la véritable conception de la laïcité, puisqu'il ne s'agit pas, à partir de l'État,
de déterminer quelle devrait être une telle ou telle croyance, tel contenu, de pensée auquel il faut, se soumettre ou quoi que ce soit de ce type-là. C'est d'ailleurs, si je peux juste dire ça à ce propos, c'est intéressant et nous aurons l'occasion d'y revenir, que dans la constitution suisse et dans les constitutions de plusieurs cantons, on n'emploie pas le mot laïcité. Ce qui est dit, c'est le respect de la liberté de croyance et de conscience des parents et des enfants. Et ça, je trouve une façon d'aborder la chose plus positive que de parler de laïcité, parce que le terme est extrêmement connoté aujourd'hui. Par contre, la liberté de croyance et de conscience est une notion plus qu'actuelle, et nous verrons dans la prochaine rencontre civilienne, lorsque nous parlerons de la forme que pourraient prendre les écoles de la société civile, nous verrons que cette question de liberté de conscience et de croyance doit être regardée avec beaucoup de précision. Dans des pays comme la Suisse, comme la France, la Belgique et cetera, on voit qu'il est possible qu'existe à côté des écoles, on les appelle de l'enseignement officiel en Belgique, hein, mais c'est-à-dire ce sont des écoles qui sont directement organisées par l'État, qu'il existe des écoles qui sont organisées, par exemple par des pouvoirs catholiques ou encore par des parents qui ont créé des écoles. On les appelle aussi écoles privées. Ce sont des écoles qui d'ailleurs parfois peuvent recevoir des subventions de l'État. Pourquoi faudrait-il, heu, concevoir des écoles de la société civile? Est-ce qu'elles n'existent pas déjà, puisqu'existent déjà des écoles privées? Quel est l'intérêt, je dirais? Et en plus, la loi le permet et en plus, il y a déjà des formes de financement qui sont possibles selon les pays, du moins dans nos pays occidentaux. Oui, alors ça, c'est une question qui est vraiment très très importante, de bien distinguer entre ce que veut dire école privée. École privée, d'une certaine façon, cela veut dire que ça sert des intérêts privés, avec éventuellement la notion de profit financier, puisqu'il y a des écoles qui peuvent dégager des bénéfices conséquents selon les frais de scolarité qui sont demandés, par exemple. Et d'autre part, il y a des écoles qui sont dans la catégorie école privée, mais qui en fait n'ont aucun but financier. Elles ont même beaucoup de mal en général à survivre financièrement, et qui pourtant font un service public. Elles répondent aux critères de service public sur lesquels on va s'attarder un peu plus. Et ces critères-là, si elles y répondent, elles ne devraient être considérées comme des écoles de service public, mais non gérées par l'État. Et c'est cette catégorie intermédiaire entre le privé et l'État que nous voulons introduire avec la notion d'école de la société civile. C'est une nouvelle notion, et j'ai l'impression que, au vu de ce qui se passe actuellement dans les systèmes éducatifs, qui sont quand même dans une situation extrêmement difficile, mais dans tout le monde occidental, y compris au Canada, aux USA, etc., hein, partout, on voit qu'il y a une crise qui ne date pas d'hier, mais qui s'approfondit de plus en plus et qui, au fond, amène une question. C'est celle de la possibilité de continuer cette union, ce mariage bizarre entre l'État
et le service public de l'éducation. Et cette situation fait que, à un moment donné, on risque d'avoir un système scolaire qui devienne totalement ingérable dans les pays occidentaux. Et si on arrivait à cela, alors on pourrait avoir une privatisation de l'enseignement parce que l'on ne saurait plus comment faire avec les élèves dans les classes. Et si on arrivait à cela, eh bien ça répondrait à des objectifs de marchands d'éducation, si je peux dire, qui, eux, n'attendent que cela. Et quelquefois, on peut se demander aussi si certaines réformes qui sont faites par certains gouvernements ne visent pas à faire le lit de la privatisation de l'enseignement et des multinationales de l'éducation. C'est déjà le cas en France, en tous les cas, pour des crèches certaines crèches sont gérées par des entreprises qui sont des multinationales de l'éducation de la petite enfance. Et ça, c'est un signe qui devrait nous rendre attentifs que le risque est réel et qu'il ne s'agit pas de s'accrocher à la forme qu'a eu le service public de l'éducation au cours du XXe siècle en voulant le sauver coûte que coûte dans cette forme-là. Et qu'il faut peut-être envisager, s'ouvrir à l'idée qu'un service public autre est possible. Avec des règles, avec des pratiques qui donnent aussi toute la garantie qu'il n'y aura pas de dérives ou que les dérives pourront être très rapidement corrigées. Et on pourrait dire même peut-être plus rapidement que dans le système actuel. D'ailleurs, il faut rappeler que dans le système actuel, lorsqu'on constate qu'il faudrait amener certaines corrections, c'est ce que j'ai pu observer dans l'enseignement en Belgique notamment, eh bien, l'inertie de ce gros bateau, si je peux l'appeler ainsi, est telle qu'il faut attendre facilement 5 ans, voire 10 ans, avant d'avoir pu amener un correctif. Alors que l'évolution des élèves, des écoles est telle que c'est déjà trop tard. Il y a déjà d'autres correctifs, d'autres évolutions qui devraient être menées. Donc on a un système qui est là avec une immense inertie, alors que la jeunesse est là et elle nous pousse, et ainsi que les évolutions sociétales, à des adaptations beaucoup plus rapides et différenciées aussi selon les lieux, selon les écoles, selon les élèves. Je reviens à cette distinction que tu as faite qui est particulièrement importante. Habituellement, on conçoit que ce qui est public, c'est ce qui relève des autorités publiques et ce qui est privé, c'est ce qui ne relève pas des autorités publiques. Mais ici, il y a une autre notion, c'est une notion de service public. Et nous l'avons déjà abordé lors d'autres rencontres civiliennes. Un service public peut être accompli, réalisé par une autre entité qu'une autorité publique. C'est ce que tu viens d'expliquer avec d'autres mots encore il y a quelques instants, et tandis que le privé, est souvent confondu avec l'élément qui est forcément lucratif, alors qu'une structure privée peut être une association sans but lucratif. Donc il s'agit de bien distinguer ces choses puisqu'ici, nous sommes en train de parler d'une école sans but lucratif et de service public. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et ce que tu disais aussi par rapport à comment dire, l'inertie d'un système aussi grand que le système national de l'éducation, c'est quelque chose qui se voit à la fois au niveau de certaines décisions globales, mais aussi dans des situations particulières où, par exemple, on a des enseignants qui, visiblement, ne sont pas à leur place, qui n'ont peut-être pas les compétences qu'il faut ou bien qui sont dans un état de grande dépression et
qui rend leur présence auprès des élèves presque questionnable. On voit qu'il faut des années et des années, quelquefois, là encore, pour que quelque chose change. Et certains professeurs peuvent rester à leur place, à leur poste, alors qu'ils ne sont pas à leur place en tant qu'enseignants. Donc on a à la fois au niveau du système général une lourdeur dans les changements, mais aussi quelquefois au sein d'un établissement par rapport à un professeur. Voilà. Donc ce qui est nécessaire, c'est d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus mobile, beaucoup plus léger dans le changement, beaucoup plus agile, mais sans tomber dans les pratiques qui sont celles de l'économie marchande. Puisque l'éducation est quelque chose qui fait partie de l'économie non marchande, et ça, c'est pour cela qu'il faut un service public, un service public de l'éducation. Pour ce qui concerne ce service public de l'éducation, Jules Ferry avait déjà communiqué, partagé sa vision, ses principes, fondateurs de ce service public. Il ne s'agirait pas de les abandonner, Michel, dans le cas des écoles de la société civile. Si je comprends bien, c'est d'ailleurs, il ne s'agit pas de toute une administration lourde dans l'esprit de Jules Ferry. Il s'agit de principes fondateurs qui peuvent être valables aussi bien pour des écoles qui seraient sous la tutelle de l'État que des écoles qui seraient sous la tutelle d'organisations sans but lucratif. Je t'invite à peut-être rappeler quels étaient ces principes de Jules Ferry. Oui, en fait, on peut dire qu'il y en a trois principaux qu'il a établis au cours de ces années que j'ai décrites entre 1879 et 1881 principalement, 82, où il a amené les trois principes qui sont en fait des principes universels, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur pour en tout lieu et en tout temps. Et ces trois principes, c'est la question de l'obligation scolaire, alors qui a été d'abord jusqu'à 14 ans en France, puis qui est passé jusqu'à 16 ans. Alors l'âge peut être sujet à modification, mais la question de l'obligation scolaire est un fondamental de l'organisation de l'école en tant que service public. La gratuité, et il est normal que si on met l'école obligatoire, elle soit gratuite aussi. Gratuite, ça veut dire au fond que c'est de l'argent public qui va venir financer ce système scolaire. Et la troisième chose, c'est la laïcité, dont on a dit quelques mots déjà, et la laïcité qu'on pourrait remplacer cette expression par celle qu'on a dite tout à l'heure, la liberté de conscience et de croyance des parents et des élèves. Donc ce sont ces trois principes-là, et au fond, on va se poser la question, et on va le développer beaucoup dans la rencontre civilienne 21C, c'est sur cette base-là que l'on peut concevoir une école de la société civile, ou les écoles de la société civile. Elles doivent répondre à l'obligation, à la gratuité et à la liberté de conscience et de croyance, les trois principes de Jules Ferry. Donc on va montrer que c'est possible de répondre aux vœux et aux lois que Jules Ferry a fait voter, mais d'une autre façon que par une gestion d'un État central. Et peut-être qu'il est bon de rappeler que lors de nos premières rencontres civiliennes, nous avons justement montré comment l'État n'a pas de rôle exécutif en tant que tel, sauf dans des domaines
tels que l'armée et la police. Mais que dans la plupart des autres domaines, l'État n'a pas un rôle exécutif et qu'il agit en fait comme un frein par rapport à ce qui pourrait se développer si la société civile prenait en main le ou les domaines concernés. Et dans le domaine de l'éducation, on verra un très net changement à partir du moment où les civiliens pourront s'occuper eux-mêmes de l'éducation, encore une fois avec des règles très précises. J'aimerais donner un exemple, Michel. Imaginons, on est dans le domaine de l'agriculture, on n'est pas dans le domaine de l'enseignement. Imaginons qu'un agriculteur dispose d'un verger, il doit décider du moment de la cueillette des pommes. Il va décider de les cueillir quand elles ne sont pas trop mûres et pas non plus quand elles ne sont pas déjà assez mûres. Il y a un bon moment à choisir. Bien sûr, il n'y a que l'agriculteur qui est sur le terrain qui peut prendre la bonne décision. Imaginons maintenant, et d'ailleurs il ne suffit pas simplement de l'imaginer, ça se passe comme ça dans le système scolaire, quand il s'agit par exemple de décider du passage des enfants d'une classe de jardin d'enfants, d'école maternelle à l'école primaire. J'ai été très concrètement confronté à ce genre de situation. Qui peut mieux décider, sinon que les professionnels de l'éducation, voire les parents, de la maturité de l'enfant qui permet ce passage de maternelle à l'école primaire? Est-ce que c'est l'État qui peut faire ça, le ministre, un inspecteur, une inspectrice, ou je ne sais trop quelle, administration étatique? Ou est-ce que ce sont des personnes sur le terrain? Alors j'ai pris cette comparaison avec, la cueillette des pommes pour montrer que ça serait complètement absurde et même stupide que ça soit par décret qu'on détermine quel est le moment de la cueillette des pommes. Je précise qu'aujourd'hui, on arrive même à de tels degrés de stupidité dans le domaine de l'agriculture aussi, puisqu'il y a une espèce d'emprise du système décrétal étatique dans tous les domaines, jusqu'à ce degré-là, en tous les cas pour certaines cultures, hein. Mm. Et donc, on voit bien à quel point ça n'a pas de sens, que c'est une impossibilité que l'État puisse avoir ce degré de connaissance, en tant qu'État en tous les cas. Ce sont vraiment les acteurs de terrain concernés seulement qui peuvent saisir, peuvent discerner ce dont il est question et prendre les bonnes décisions. Oui, tout à fait. L'exemple que tu as pris avec les pommes, c'est vraiment très parlant, je trouve. Et on se trouve confronté à ça dans le domaine de l'éducation. Et je crois qu'on peut aussi regarder que la définition, comme tu dis, par décret, de certaines choses dans le domaine de l'éducation est très très relative. Si je prends l'exemple de la France où l'entrée au CP, hein, la première année du primaire, hein, le cours préparatoire, cette entrée se fait entre 5 ans et demi et 6 ans et demi. Hein. Avant, on parlait de 7 ans. Il y a des pays comme la Finlande et l'Estonie où on ne rentre pas à l'école avant 7 ans, à la première année primaire. On ne rentre pas. En Estonie, c'est même interdit qu'un enfant puisse entrer avant 7 ans dans la première année scolaire. Donc ça montre la relativité des décrets et ça montre que l'État n'a pas de compétences pour décréter que c'est à partir de tel âge ou à partir de tel âge que l'on rentre à l'école. Et on pourrait aussi prendre d'autres exemples, et il y en aurait beaucoup à prendre par rapport au programme. Et notamment par rapport aux réformes qui sont faites par l'État, par le ministre de l'Éducation. Moi, je me dis, d'une façon peut-être un peu simpliste, mais en France,
Depuis Jules Ferry, il y a peut-être eu à peu près une centaine de ministres de l'Éducation. Il y en a eu 35 depuis 1945, enfin plutôt depuis 1958, depuis la Ve République en France, 35 ministres de l'Éducation. Presque chaque ministre a fait une réforme. Donc ça veut dire que si les réformes qu'amène le service de l'État sont de bonnes réformes, nous devrions avoir un service de l'éducation qui est à un niveau excellent. Or, on constate que plus il y a de réformes, parallèlement, plus le système se dégrade. Donc il faudrait se poser la question et se dire, mais en fait, peut-on réformer par le haut et imposer des nouvelles dispositions de fonctionnement de l'école, de programmes, etc. De cette façon-là, visiblement, ça ne marche pas. Donc cela devrait nous encourager à nous tourner vers une autre forme de service public que celle qui est centralisée par l'État. Et reconnaître peut-être une bonne fois pour toutes que l'État n'a pas de compétences. D'où tiendrait-il ces compétences? Est-ce que l'État est quelque chose qui est au-dessus des êtres humains? Est-ce que c'est quelque chose qui dépasse les capacités des êtres humains qui sont au contact des enfants, qui sont sur le terrain? Qu'est-ce que c'est que cet État qui aurait la science infuse des programmes? Et cette science infuse, il a fallu combien de réformes pour la faire accoucher? On a donc un vrai problème qu'il faudrait reconnaître, et j'ose poser la question ainsi, est-ce que l'éducation gérée par un État central, et donc par un ministre de l'Éducation et toute une organisation, est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine du possible? Je crois que ça vaudrait la peine de se poser vraiment la question très sérieusement, en dehors des discours partisans que l'on entend depuis des années et des années, des décennies, et qui en fait ne nous font pas avancer. Peut-être qu'on en arriverait à décréter, ou plutôt à reconnaître, non pas décréter, mais reconnaître que une école dirigée par un État exécutif central est du domaine de la mission impossible. Et lorsqu'on aura bien reconnu ça, à ce moment-là, on aura les forces et l'énergie pour pouvoir se tourner vers autre chose et prendre les 3 principes de Jules Ferry, de l'obligation, de la gratuité et de la liberté de conscience et de croyance, laïcité si on veut. Ces 3 principes-là, on saura les décliner dans une autre forme que la forme centralisée, et on répondra à chaque question qui se posera, on trouvera d'autres réponses, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans la rencontre 21C. Outre les principes de Jules Ferry, on trouve aussi dans maints pays des missions, des buts de l'enseignement que sont l'éducation à la liberté, à l'autonomie des élèves. Je ne saurais pas dire si Jules Ferry en parlait explicitement ou pas, mais je peux imaginer que oui. Si un État est centralisé et qu'il organise, jusque dans des détails parfois,
l'enseignement, l'éducation, l'école en décrétant ce qui doit être fait, comment peut-on espérer que des enseignants dont l'autonomie est si réduite puissent être eux-mêmes les acteurs de l'éducation à l'autonomie et à la liberté, alors qu'on leur demande de fonctionner dans un cadre plus ou moins momifié, de plus en plus momifié. Mmh. C'est en soi un paradoxe et on va retrouver dans les textes fondateurs de la structuration de l'enseignement d'État des missions qui et parmi les plus importantes, c'est l'éducation à l'autonomie et à la liberté. Mais attention, vos éducateurs, eux, ils n'ont pas d'autonomie ou une autonomie très, très réduite. Ce n'est pas possible non plus. Donc, il faut que cette autonomie se retrouve aussi réelle, réelle dans les mains, de ceux et celles qui ont la responsabilité d'éduquer nos enfants. Mmh. Sinon, on est dans une contradiction, dans les faits. Et oui, et c'est intéressant parce que cette contradiction, c'est la contradiction qu'il y a entre des principes qui peuvent être très beaux en eux-mêmes et euh, la façon dont ça se réalise sur le terrain. Jules Ferry, dans sa lettre aux instituteurs, par exemple, il parlait de l'autonomie pour le cours d'instruction morale et civique. Il incitait vraiment les enseignants à, à être eux-mêmes créateurs, à être un exemple. Hein. Il y a combien de phrases dans cette lettre où il dit, qui est souvent citée en référence, hein, et où il dit que l'instituteur doit être un modèle dans le domaine moral pour l'enfant et qu'il doit être créatif dans la façon dont il va amener cette morale et de ne pas l'amener par une théorie. Alors, c'est très bien, comme le dit Jules Ferry, mais le problème, c'est que ça ne se réalise pas comme ça. C'est qu'on peut inciter par une lettre qu'il a choisi lui-même d'écrire, on peut inciter par une loi, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Et on voit que d'autres ministres ont aussi essayé, comme par exemple en France, Lionel Jospin, a essayé d'amener la liberté dans l'enseignement en disant aux enseignants prenez la liberté dans le primaire, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Et ça, c'est toute la question qui est bien connue dans le domaine du management, que une décision qui est prise en haut ne dépasse pas le 3e échelon hiérarchique. Il y a quantité d'expériences qui le montrent, ceci, et qu'il faut procéder tout autrement si on veut que la décision aille à l'endroit et soit mise en pratique à l'endroit où on souhaite qu'elle soit mise en pratique. Malheureusement, il semble qu'on ne veuille pas se confronter à la réalité de ce qui se passe vraiment et au décalage qu'il y a entre le discours et la réalisation. Et pour moi, ça évoque la différence qu'il y a entre un idéal et une idéologie. L'idéal de éducation à la liberté, éducation à l'autonomie, l'idéal d'égalité des chances aussi, il faudra en parler. Hein, l'égalité des chances qui a été quand même un principe fondamental de cette école publique. Combien y a-t-il de livres qui montrent que le système français est extrêmement inégalitaire, le système public français. Donc quand on voit que
un idéal ne se réalise pas, eh bien, pour moi, il devient idéologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? C'est un discours que l'on entonne à chaque fois que nécessaire, mais qui ne se réalise pas, qui n'a aucune correspondance ou très peu de correspondance sur le terrain, et qu'on voit qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre le discours idéologique et la réalisation. Donc on devrait, je crois, être très très attentif à quel moment un idéal, ne se réalisant pas, devient idéologie. Et je crois qu'actuellement, on a atteint on est arrivé à un degré quasiment maximum dans le décalage entre l'idéal et l'idéologie. Mais ça tient aussi au fait que, en réalité, en tant que système, l'école publique, en tous les cas en France, n'est pas évaluée en tant que système. On évalue les enseignants. Il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. Hein. Mais le fonctionnement du système lui-même n'est jamais soumis à une véritable évaluation. La seule évaluation qu'on a, c'est celle du ministre qui, par nature, va forcément dire que ce qu'il a fait, c'est bien. J'ai jamais vu un ministre de l'Éducation faire son mea culpa sur telle ou telle réforme. Or, pourtant, il y a eu des réformes qui ont été des catastrophes dans les classes. Des réformes imposées par le ministère. Mais ça, on ne l'évalue pas. À un moment donné, on change, on dit bon, on fait autrement. Mais comment est-ce que une réforme qui est jugée déjà au départ aberrante par bon nombre de spécialistes, comment se fait-il qu'elle devienne loi, qu'elle devienne nouveau programme et que elle s'applique et qu'elle se révèle catastrophique au bout de quelques années. On pourrait prendre les réformes qu'il y a eu pour l'enseignement de la langue française, on pourrait prendre les réformes qu'il y a eu par exemple avec les mathématiques modernes, et on pourrait prendre d'autres exemples, et je suis persuadé que dans quelque temps, on se rendra compte que ce qui est amené par les nouveaux programmes d'éducation sexuelle dans différents pays occidentaux se révélera être une véritable catastrophe dans la formation et dans pour la sensibilité des jeunes. Et donc, à un moment donné, on fera machine arrière par rapport à ça. Mais combien d'enfants aura-t-on d'une certaine façon sacrifié sur l'autel de la réformite? Et je peux dire que ce que permet l'école centralisée, l'école d'État, gérée par l'État central, ce qu'elle permet, c'est la généralisation des erreurs. Et ça, c'est vraiment à considérer de façon factuelle. C'est clair que si les réformes, alors quelquefois on teste une réforme dans une académie ou sur une région, hein, mais malgré tout, d'abord on ne tire pas toujours vraiment, on ne prend pas suffisamment de recul pour tirer les vraies conséquences de la réforme, mais en même temps, on généralise
l'expérience, et en faisant cela, on généralise l'erreur. Ce qui veut dire que on courrait beaucoup moins de risques à avoir des écoles indépendantes soumises à certaines règles, encore une fois qu'on va préciser, mais les écoles de la société civile ne pourraient pas amener ce type de généralisation des erreurs et des catastrophes pédagogiques qui ont été faites. Il y a tellement d'exemples que je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Pensons simplement, par exemple, à la méthode de lecture globale, sur laquelle on fait maintenant machine arrière, mais combien d'élèves on a soumis à cela? Alors qu'au contraire, s'il y avait une possibilité d'expérimentation sociale, sociétale, limitée, il serait possible de tirer le fruit de ces expériences spécifiques. On pourrait, sans avoir généralisé a priori, saisir que telle ou telle expérience pose tel ou tel problème, présente telle ou telle faiblesse, ou au contraire tel ou tel avantage, Mmh. sans engager toute la nation, tout un pays dans une certaine direction. Et oui. D'autant plus qu'il faut différencier selon les publics, selon les situations. Il ne s'agit pas ici d'appliquer précisément un principe d'égalité, puisque les besoins sont différenciés aussi. Et il s'agit de partir de ces besoins pour pouvoir répondre au mieux à l'éducation nécessaire pour telle ou telle situation d'enfant. Mmh. Et oui, cette notion d'égalité est importante, de voir où s'applique l'égalité. Parce que l'égalité ne veut pas dire uniformisation des programmes, uniformisation des pratiques pédagogiques, etc. Au contraire, on aura une vraie égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui est juridique. C'est égalité devant la loi, devant le service public, égalité. Mais ça ne veut pas dire uniformité du service public. Et là, il y a une grande confusion parce que cette uniformité empêche de différencier suffisamment l'enseignement en fonction des régions, des enfants, des types d'enfants, du milieu social, etc. Tout ceci devrait être au contraire extrêmement différencié parce que chaque enfant est différent. Et on peut différencier de façon très poussée l'enseignement, et par là on fait naître une véritable égalité devant le droit à l'éducation. Et ça, c'est vraiment important que cette différence soit faite déjà dans la conscience des civiliens pour qu'on arrête avec ce discours d'égalité de l'éducation qui en fait conduit à un système qui ne respecte pas réellement les différences entre les enfants et qui donc est inégalitaire. C'est ce qui fait la différence notamment entre la notion d'égalité des chances et la notion d'égalité de traitement. Le traitement ne peut pas être uniforme dans la mesure où si on veut précisément favoriser l'égalité des chances, il faut tenir compte de ces différenciations entre les enfants et leurs besoins. Mmh, tout à fait. Tout à fait. Et dans des milieux où il y a vraiment de grandes difficultés, par exemple, je prends juste cet exemple-là, ben, le nombre d'enfants par classe devrait être adapté à la situation du milieu et non pas être une règle uniforme. C'est juste un exemple, hein, mais on pourrait prendre ça dans bien des domaines. Et alors, il y a une autre question aussi qui doit être examinée d'une façon suffisamment détaillée, c'est la question de l'enseignement neutre. Jules Ferry était très attaché à cette notion-là,
Mais il parlait de la neutralité par rapport aux confessions religieuses, puisque c'était ça le cadre dans lequel est né le service public de l'éducation. Mais en réalité, on devrait se demander, est-ce qu'un enseignement peut être neutre? Est-ce qu'une école peut être neutre? C'est-à-dire, est-ce que l'école d'État telle qu'elle existe actuellement, est-ce qu'elle est neutre? Il me semble que c'est une bonne question à se poser et pas la prendre comme quelque chose qui est là d'office parce que ça a été décrété. Ça veut dire que dans chaque branche, chaque matière d'enseignement, il y a forcément un point de vue à partir duquel on se place. Et ce point de vue, il devrait être observé, il devrait être pris en compte. Alors on parle beaucoup du niveau général de connaissances que devrait avoir un élève qui, par exemple, quitte le primaire ou a atteint les 16 ans et qu'est-ce qu'il devrait avoir comme bagage. Alors on parle du socle des compétences. Alors on est très fort dans l'éducation, enfin au niveau politique, on est très fort pour utiliser des beaux termes qui sonnent comme des slogans marketing. Hein. Alors le socle des compétences. Maintenant, le ministre, qui est resté très peu de temps à son poste en France, a parlé du choc des savoirs. Magnifique terme marketing. Hein. Et alors on a l'impression que là on parle de quelque chose qui serait parfaitement objectif, détaché de toute conception du monde. Il faut connaître telle loi mathématique, le présent du subjonctif, les pronoms personnels, etc. Enfin, il y a tout ce qui est dans les programmes. Et on pense que ce qui est amené dans les manuels scolaires est indépendant des conceptions du monde et serait neutre du point de vue de l'enseignement. Mais si on regardait dans le détail, on s'apercevrait que ça n'est pas le cas. De même qu'il est impossible de regarder une maison sans avoir un certain point de vue. Et on est obligé de faire le tour de la maison si on veut avoir tous les points de vue. De la même façon, il est impossible de regarder, je ne sais pas, les pronoms personnels. Si on dit, les pronoms personnels ont été enseignés, par exemple ceux qui sont comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Hein, voilà, on a enseigné ça. Hein. On a enseigné les conjonctions, mais où est donc ornicar, le fameuse petite phrase. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? On a réduit l'enseignement des pronoms personnels à sa plus simple expression, à son mécanisme. C'est comme si on étudiait le corps humain et qu'on disait le corps humain, ce qu'il faut savoir du corps humain, c'est le squelette. C'est-à-dire la partie la plus morte de l'organisme, quoi. Quand on parle du socle de compétences, du choc des savoirs, etc., en réalité, ces savoirs de base finissent par réduire l'éducation à son squelette. Et c'est intéressant qu'on parle de choc des savoirs, le dernier slogan en vogue, mais on ne parle pas de la connaissance. C'est-à-dire qu'on limite l'école à la notion de savoir. Mais savoir, ça n'est pas connaître.
On peut avoir, par exemple, dans des jeux radio ou télé, des gens qui ont beaucoup de savoir, qui peuvent répondre à toutes sortes de questions et arriver assez loin dans la compétition et gagner des prix, etc. Ils savent dire quel événement s'est passé à telle date, etc. Ils savent, ah oui, mais la ville où il se passe telle et telle chose, c'est telle ville, et ils savent nommer la ville. Ce sont des savoirs, mais c'est pas connaître ça. N'importe quel philosophe fait bien la différence entre la connaissance et le savoir. Mais en éducation, on réduit le rôle de l'école aux apprentissages des savoirs, à la transmission du savoir. Et ça, c'est, à mon avis, ne pas permettre à l'enseignant de jouer 4 cordes à son violon, et ce n'est pas permettre à l'enfant de développer réellement tous ses potentiels. Et ça, je trouve que c'est une question vraiment sérieuse qui pose toute la question des programmes, car on croit qu'il y a une objectivité dans les programmes, mais on est loin du compte. Nous touchons ainsi des sujets très délicats, dans le fond, puisque oser remettre en cause l'objectivité des programmes d'État et la neutralité de l'État, c'est faire vaciller, certains piliers, du moins dans la conception de certaines personnes, sur lesquels s'appuie toute cette organisation. C'est aussi pour cette raison que nous voulons proposer d'autres formes de services publics de l'école qui donnent la possibilité à une multiplicité de points de vue, sans prétendre qu'ils sont justes ou exacts les uns et les autres, mais que cette multiplicité de points de vue puisse se manifester, être expérimentée, en pensant que normalement on va voir quels sont les arbres qui vont produire les meilleurs fruits, pour ainsi dire. Et il faut se donner cette possibilité-là. Et d'ailleurs, cet enjeu, il existe au-delà de l'éducation aussi pour d'autres domaines qui sont actuellement sous la régence de l'État, à haut degré en tous les cas, celui de la santé par exemple. C'est pas peut-être le moment d'entrer du tout dans le détail, mais il n'y a pas de neutralité non plus dans le domaine de la santé, y Absolument. compris dans le domaine scientifique. Au contraire, dans le domaine scientifique, il y a des débats incessants, renouvelés, permanents, des confrontations de points de vue. Et là aussi, il ne serait pas question qu'une structure détermine quels sont extérieurement, une structure étatique, quels sont les bons points de vue et les mauvais points de vue. Mmh. Remarquez que dans le domaine de la santé, c'est pourtant pas ce qui se passe, hein. C'est même radicalement de moins en moins le cas. Mmh. Donc cet enjeu de l'autonomisation de l'école par rapport à l'État, de la mise en place d'écoles de la société civile, c'est quelque chose qui peut aussi concerner bien d'autres sphères que l'école à proprement parler. Mais là, c'est encore un autre sujet, bien sûr. Oui, oui, mais c'est bien de replacer ça dans un contexte large, puisque c'est ce avec quoi nous avons débuté notre travail des rencontres civiliennes, hein, c'est de dire prenons domaine par domaine et regardons si le rôle exécutif de l'État, pas le rôle législatif, hein, mais le rôle exécutif de l'État est approprié ou pas. Et c'est bien sûr la question se pose d'une façon très aiguë aujourd'hui dans le domaine de la santé et, et dans le domaine de l'éducation, comme on en a parlé aujourd'hui. On a donc un certain nombre de questions que nous avons posées là dans cette réunion et qui sont des questions qui devraient, à mon sens, être considérées comme incontournables. La question de la neutralité de l'enseignement, la question de l'évaluation de l'école,
la question même de la possibilité de la mission. Est-ce que l'État a une mission possible dans l'éducation ou pas? La question de la différence entre l'idéal et l'idéologie, hein. Et toutes ces questions-là devraient être mises sur la place publique et être traitées de façon dépassionnée dès l'instant où on entrevoit qu'il y a une possibilité de quelque chose d'intermédiaire entre la privatisation, et nous ne parlons pas de privatisation, il ne devrait pas y avoir d'argent public pour les écoles privées. L'argent public doit aller à ce qui est du domaine public. La seule question, c'est de voir comment on peut avoir quelque chose d'intermédiaire qui nous fasse sortir de cette opposition stérile entre État, école d'État et école privée. Et c'est tout ce que nous voulons faire en fait dans ces 4 rencontres civiliennes, 21 A, B, C, D. Hein. Et la prochaine fois, alors, nous pourrons entrer réellement en matière sur la forme de l'école de la société civile, des écoles de la société civile. Puisqu'aujourd'hui nous avons plutôt mis en relief des questions, des éléments qui posent question dans le fonctionnement des écoles d'État, voire des écoles privées. Maintenant, qu'en est-il de ces fameuses écoles de la société civile? Quelles formes peuvent-elles prendre? C'est le moment alors de clôturer maintenant cette présente rencontre civilienne qui est la rencontre 21B. Et lors de la rencontre 21C, c'est ce que nous découvrirons ensemble. À très bientôt, Michel. À bientôt, Stéphane. Merci.